Notre enfance est constellée de contes, d'histoires qui pétrissent notre imagination, à la fois d'espoir, de rêve, mais aussi d'angoisse et de terreur. Il y a les histoires de loup, ce terrifiant animal qui fait peur à ma fille lorsque je lui raconte des histoires. Ces histoires éveillent en nous d'étranges phénomènes, des peurs ancestrales qui semblent s'animer tel un dragon en notre fort intérieur, brûlant alors notre capacité à rester ancré dans le présent, dans la réalité. Avec Daniel, mon ami de toujours, nous découvrons les routes du Gévaudan, imprégnés de ces souvenirs de jeunesse que les livres, le cinéma ou les jeux vidéo ont abreuvés. Je m'appelle Julien et me passionne pour les mythes et mystères qui forgent nos êtres et l'histoire de nos pays. Dans ce premier épisode de Légende, nous allons suivre avec vous la piste de la bête du Gévaudan. Monstre, loup, tueur en série. Personne ne peut aujourd'hui dire avec certitude quelle était la nature de cet animal à l'origine des attaques survenues du 30 juin 1764 au 19 juin 1767. Plus d'une centaine de morts, femmes et enfants, massacrés, parfois décapités. La bête sera traquée et même tuée à 2 reprises. Une fois par François-Antoine, porte-arquebuse de Louis XV, qui voit en la bête un affront à sa royauté, et une fois par Jean Chastel, enfant du pays, connu aussi sous le nom du fils de la sorcière. Donc là tu vois c'est l'hôtel. Puis du coup là tous les points rouges c'est là où il y a eu des attaques de bêtes. Donc c'est vraiment bien centralisé ici même s'il y a eu des attaques un peu tout autour. Là il y a le mont Bouchet. Voilà ouais. C'est là où il y a eu la mort de la bête. Où Jean Chastel l'a battu. Donc demain ce que je pense qu'on va faire c'est que, parce qu'on est attendu à Saugues au musée, à 14h. Ok, tout à l'autre bout là. Ouais, ça marche. Donc du coup, peut-être que demain matin, on va traverser, peut-être déjà aller au Mont-Mouchet, à la Bessère Sainte-Marie, où il y a la stèle. Tu vois que la plupart des endroits où elle a attaqué, là c'est là où il y a une seule victime, les petits points rouges, là où ils sont un peu plus gros, il y en a eu au moins 4, sur une même paroisse. Tu vois que vraiment là c'est très centralisé, il y en a vraiment eu beaucoup, aux mêmes endroits. C'est vrai qu'il n'y a rien, absolument rien dans cette zone-là, et puis qu'on en retrouve que dans les coins un petit peu autour. Mais bon, en même temps, c'est les monts, là, c'est pas les montagnes. Ah ouais. Peut-être, ouais. Donc ça a commencé en 1764, une première victime qui a été tuée. Et puis après, avec les colporteurs, tout ça, ça s'est amplifié. Puis il y a eu d'autres victimes jusqu'en 1767. Alors là, le nombre de victimes, on n'est pas tout à fait sûr. Ça peut aller de 80 à 150. Et donc, entre-temps, il y a eu des chasses envoyées par des chasseurs du roi. Tout le monde s'est un peu moqué d'eux parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Donc après, c'est Chastel, le paysan du coin, qui a réussi à tuer la bête. Oh mon Dieu, pauvre Catherine. Elle a amené sa vache près d'ici pour la faire boire. Puis, quand les parents d'Ali ont vu la vache rentrer toute seule, ils sont venus nous le dire. Oui, c'est comme ça que tu l'as trouvé? Comme ça, à moitié décoré. Pourquoi vous l'avez laissé ici? Elle n'a pas droit à une sépulture d'essence, cette pauvre femme? Alors il y en a qui pensent qu'il y en a eu au moins 80, d'après les écrits. Après les autres, c'est plus ou moins suspect. Ça peut être attaché à la bête, mais ça peut aussi ne pas y être. Que des femmes et des enfants. Que des femmes et des enfants. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi? La bête? Ouais. La bête. J'aime bien ce côté. Comment dire ça? Une sorte de menace, mais en dehors des chaumières, tu sais.
J'ai toujours aimé un peu ce genre d'ambiance où à l'intérieur dans les maisons on est en sécurité, mais dehors on sait qu'il y a quelque chose qui rôde. Ça me fait un peu... je sais pas pourquoi, ça me fait un C'est peu le moyen de vibrer garder ça. les enfants aussi à l'intérieur. Hein? C'est le moyen de garder les enfants à l'intérieur aussi. Ouais. Les empêcher d'aller dehors, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, les créatures qui rôdent à l'extérieur, tout ça, quelque chose qui me fascine assez. Mais t'as quand même des victimes. Je sais pas pourquoi ça me passionne, ça me fascine ce genre de situation où on a une sorte de menace basique, primaire, mais qu'on sait identifier, qu'on connaît, qui est très simple. Il y a une créature, il y a un monstre. Voilà, il y a un monstre à l'extérieur, on sort, on peut se faire tuer, il faut s'en protéger, il faut survivre. Et puis tu as une menace plus insidieuse ou une menace plus ordinaire, qui est la menace qu'on peut retrouver quand on rentre chez soi, peut-être, avec la famille. Ou des menaces comme, pour prendre le cas de la bête, le coup d'avoir des dragons, cette armée d'élite voilà, qui arrive et qui est censée protéger en fait sont censés protéger les gens, qui finalement se retrouvent en fait à plus leur créer des problèmes, à devenir eux-mêmes une menace. Mais du coup c'est une menace, on n'a pas vraiment le droit de dire que c'est une menace ou de la critiquer, on est obligé de l'accepter. Enfin, c'est un peu étrange, c'est un peu comme une menace familière. Ah. Il y a dans ce pays comme l'impression d'un instant qui s'arrête, comme si nous étions de retour dans un univers méphitique que nous connaissions et que nous avions quitté. La peur est-elle un élément qui nous permet d'évoluer, de grandir ? Pourtant, au détour des rues, des villages, des collines et des églises, la vie est toujours là et continue, malgré l'héritage d'une des histoires les plus effrayantes et sordides du XVIIIe siècle. À l'époque des Lumières, l'affaire de la bête du Gévaudan semble être le dernier soubresaut d'une noirceur moyenâgeuse en train de disparaître. Pourtant, aujourd'hui, même si rien n'est oublié, le massacre crée l'identité du pays du Gévaudan. La bête en est son pape, Jean Chastel, son évêque. Apparition de la bête des Mozala, elle nous donne aussi des avis qui précautionnent. Au milieu de ses brebis, la fatale bête. Il lui livra un combat dont il se serait mal tiré si les chiens ne l'eussent vigoureusement attaqué et obligé de céder le champ de bataille. Le 8 mars, c'est un marmot de 8 ans qui est dévoré au faillet. Le 9, c'est le tour du fil de Carlson. Regardez du détail, on les voit. La bête l'a traîné dans des... Ah ben, les gens sont toujours intrigués par l'histoire. Y en a plein qui viennent parce qu'ils voudraient savoir ce que c'est. Ça intrigue encore. Hein. Il y a eu beaucoup de victimes quand même. Si on reprend l'histoire de la bête du Gévaudan, vous avez... toutes les personnes attaquées n'ont pas été tuées. D'accord ? Certaines ont simplement été blessées. Eh bien, vous pouvez retrouver dans les registres paroissiaux, archives nationales ou départementales, les récits de Jacques Portefeuille dans un groupe d'enfants, Jeanne Jouve, Marie-Jeanne Vallet, des femmes qui se sont battues contre la bête. Et ce qu'il faut voir, c'est que par rapport aux premières agressions, où les bergers et les bergères protégeaient simplement leurs troupeaux munis d'un bâton, si un loup s'approchait, il les menaçait avec le bâton, ou il leur jetait 2-3 pierres, voire il frappait les sabots l'un contre l'autre. C'est à partir du moment où il y a eu des attaques sur l'homme, sur le protecteur du troupeau, où certains, et ceux cités l'ont fait, ils n'ont pas hésité à fixer à la pointe de leur bâton une lame de couteau. Et ils se défendaient, c'est un peu comme s'ils avaient une petite lance. Et dans la description de leur récit, à chaque fois, ils ne comprennent pas pourquoi leur lame de couteau ne fait que ricocher sur l'animal. Mais entre nous, c'est bien parce qu'il y avait une protection. Ce n'est pas la peau d'un loup, d'un chien, voire d'une hyène qui ne pourrait pas être percée par une lame. Pour moi, qui dit protection dit quand même complicité humaine. L'animal ne pouvant pas se carapassonner tout seul. Je pense qu'il y a eu effectivement complicité homme-animal.
T'imagines les hivers 1764-1765 où il courait après la bête Ouais. avec toute cette neige. Quand il court après la bête ou quand la bête court après sa victime aussi. Donc ici on est sur le mont Mouchet, c'est pas loin que la bête a été tuée. Par, Laquelle, la bête par Chastel, Ah, par Chastel, ouais. La dernière. Là. Ouais. Celle qui n'a pas été reconnue par Louis XV. Oui. Celle qui est arrivée complètement pourrie. En état de décomposition avancée là. Pendant 3 longues années, la bête tue, été comme hiver. Elle est traquée, poursuivie, parfois blessée, mais jamais retrouvée. Il y a des rescapés, des témoignages. La bête existe, elle rôde. Nous ressentons la noirceur de ce qui a vécu ici. Mais aujourd'hui, elle ne s'éveille qu'en nous, quand notre imagination tiraillée par nos démons intérieurs, ceux qui sont nés dans les ténèbres de nos nuits de jeunesse, ceux qui nous font frissonner quand une branche craque dans la nuit. Donc en fait là sous nous, il va y avoir des corps décapités enterrés quelque part. Je pense qu'ils sont enterrés là-dessous. Bah oui, vu que c'est l'ancien cimetière, il doit être là. Ok. Puis ils ont installé des ruches alors. Ouais bah la vie reprend le dessus. Il y a des peurs comme ça qui viennent parfois. Ah ben des fois oui. Ouais. Quand on est aux champignons, qui fait un peu gris, un peu humide, là, si on entend certains bruits, on se dit oula. On n'est pas tous décourageux. Hein. Tu vois, moi ce qui m'interpelle, c'est la beauté des paysages, tu vois, qui est mis en paradoxe avec cette histoire terrifiante, quoi. C'est clair. Là on a presque l'impression d'être en vacances. Vacances au froid. Ouais. Alors tu vois, on visite des cimetières, les gens décapités. Et on reste quand même assez contemplatif devant ces paysages. Le 18 septembre 1765, François-Antoine, envoyé par Louis XV, se rendra à Saint-Julien-des-Chazes, en Auvergne. Et là-bas, il tirera un loup, un énorme loup. Il le rapportera alors à son roi, et cet animal sera reconnu comme la bête. Mais les tueries continuent, dans le pays du Gévaudan. Le monstre se gauze dans l'ombre et répond par un carnage. Hommes, femmes et enfants se retrouvent délivrés des dragons du roi qui les maltraitaient, mais bien seuls face à l'abomination. Jean Chastel, enfant du pays, mis en prison suite à des altercations avec les soldats, est délivré. Il retrouve son village et prend les armes face à la bête.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est les réactions de la bête. Tu vois, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un animal qui est tué, un loup, on dit que c'est la bête, etc. Le lendemain ou sur le lendemain, t'as une nouvelle tuerie. Tu vois, comme si la bête voulait faire un pied de nez, tu vois, aux gens. Enfin, pour dire, bah, voilà, vous n'avez pas tué la bonne. Réaction très humaine. Ouais, en fait, c'est ça. Un peu après que, apparemment, le porte-arquebuse du Antoine. roi, voilà, Antoine, voilà. On va tuer la bête, prétendument, soudainement il n'y a plus rien qui se passe, et en fait elle revient quand même, et puis elle refait encore des ravages. Bon, il y a eu quand même quelques mois, il y a eu une plus longue quand lui est parti, mais effectivement. Mais en même temps, c'est que toutes les autres fois c'était rapide, et puis là c'est comme si, c'est le roi, on va peut-être. Mais Chastel était en prison à ce moment-là. Ah ouais. Aussi. Mais pas tout le monde semble le croire, hein, apparemment. Ouais. Apparemment dans la région, on a plus tendance à dire non, mais. En fait, il y avait quand même des tueries pendant qu'il était en prison. C'est ça, c'est eux qui se sont moqués, qu'ils ont envoyé les soldats s'embourber dans des tourbières. Et du coup, ils ont fini en prison parce qu'ils s'étaient moqués. Mais entre-temps, même quand Chastel était en prison, parce que beaucoup de personnes soupçonnaient Chastel, et quand Chastel était en prison, il y a quand même eu des victimes. Pourquoi on parlait de l'homme? Il faut quand même noter que si de nos jours, on peut être amené à parler de psychopathes, serial killers, tueurs en série, il ne faut quand même pas se leurrer. S'ils existent aujourd'hui, ils existaient 250 ans en arrière. Après, certains ont pu mettre en avant une conspiration de l'Église contre l'État. Bon, voilà, là-dessus, j'y crois pas trop non plus. Mais bon, c'était pas non plus mon rayon, quoi. Je vais enfin être libéré et je vais retrouver ma montagne. Bon, celui dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même le comte de Morangès. C'est quand même un acteur important dans cette histoire. C'est celui qui aurait engagé les Chastel pour assouvir ses pulsions. Prétendument ses pulsions, ouais. Donc, ça accrédite la thèse, sans quoi ce serait peut-être un homme qui serait responsable de tous ces meurtres, en fait, tous ces massacres. En fait, une espèce de serial killer avant l'heure, qui aurait engagé les Chastel pour pouvoir couvrir ses meurtres. Voilà, ouais. Mais bon, enfin, ça veut dire, ça expliquerait aussi pourquoi il y a eu des personnes qui ont été décapitées, enfin des victimes qui ont découvert avec la tête coupée, donc. Est-ce qu'un loup ne peut pas faire? Ouais, ce qu'un loup ne peut pas faire. Et tout ça, il aurait peut-être commandité donc depuis son château, bien au chaud, je sais pas. Tu vois la folie d'un homme, et aujourd'hui son château se trouve au milieu d'un grand centre psychiatrique. Ouais. Ouais, ça c'est assez ironique. J'ai pu lire effectivement tous les ouvrages traitant de la bête du Gévaudan. Si pour certains auteurs on a mis en avant Jean Chastel ayant tué la bête le 19 juin 1767, faut pas oublier que lorsqu'il est mort, il était cabaretier, son cabaret a été brûlé quand même. On peut se poser la question. Bon, il était considéré comme le masque, le sorcier. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a mis en avant ou Jean Chastel, ou son fils Antoine, le frère Jean-Pierre, criminel notoire. On a parlé du comte de la Morangès. Il y a plusieurs personnes qui sont souvent mises en avant par certains auteurs, historiens, écrivains. Moi, à ce niveau-là, je n'ai pas la prétention d'être précis. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir est-ce que le loup pouvait être coupable de ces crimes. Mais en résumant, par rapport à ce que je vous disais, le fait qu'on soit capable à l'époque de laisser des enfants seuls, en protection des troupeaux, le fait que les gens soient en mesure d'identifier des loups, et qu'à ce moment-là, ils n'ont parlé que d'une bête, pour moi, tout cela met en avant le fait qu'il ne s'agissait pas de loups. Et pourtant, le loup reste souvent le premier accusé, dans l'esprit des gens et dans les blasons des chasseurs du roi. Dans le pays sauvage du Gévaudan, l'homme ne peut se passer de l'animal. Nous devions alors, dans notre recherche, d'aller à la rencontre de celui qui est tant controversé.
quand un loup vous fixe, on a l'impression qu'il vous transperce, qu'il lit en vous. Ce que je n'ai jamais vécu avec un chien. D'accord ? Je ne dis pas qu'il a un regard mort, mais je pense que la domestication a éteint son regard. Et un loup, par contre, c'est très pénétrant. Et ça, c'est voilà, magnifique. Quelle est la différence entre un chien et un loup ? Eh bien, c'est simple, 12 à 15 000 ans de domestication. Mais parce qu'en fait, le chien est un loup apprivoisé. Si nous avons aujourd'hui entre à peu près 300, on va dire 450 races de chiens sur la planète, je ne pourrais pas être précis parce qu'il y en a pratiquement des nouvelles assez fréquemment. S'il y en a autant, c'est parce que l'homme a travaillé sur cette espèce. Et c'est pour ça qu'on a autant de races aujourd'hui. Mais au départ, le chien était un loup. Et on le voit avec tous les chiens type lupoïdes, je ne parle pas des bracoïdes, grailloïdes et autres, mais tous ceux type lupoïdes, et donc avec un museau allongé, et surtout les nordiques, Alaskan Malamute, Siberian Husky, ont des comportements proches du loup. Morphologiquement, ils ressemblent aussi énormément à l'animal. Donc la seule différence, c'est 12 à 15 000 ans de domestication. 12 à 15 000 ans, les scientifiques ne sont pas toujours, ils ne sont pas forcément tous d'accord, mais voilà, c'est cela. Donc le chien est un loup apprivoisé. En fait, cela fait quand même plus de 2000 ans que le loup est chassé par l'homme. Ensuite, suivant les civilisations, les mythologies, le loup était tantôt haï, tantôt adoré. Nous, on a été baignés par les mythologies germaniques, scandinaves, où l'on parlait de Fenrir, le loup destructeur. Mais si vous prenez l'exemple de nos voisins italiens, romains, dans la Rome antique, le loup était adoré. Vous avez la légende de Rémus et Romulus. Donc la plupart des Italiens, des Romains, se considéraient comme les fils de la louve. L'Église, alors donc là j'ai parlé de mythologie. L'Église a eu aussi un rôle important. Depuis l'aube de la christianisation, le loup était associé à leurs yeux au diable et à Satan. Comme après les croisades où on a associé les Arabes aux chats noirs, on a cherché à exterminer les chats noirs. En associant le loup au diable et à Satan, on a aussi favorisé son extermination. Et puis il y a d'autres paramètres. La rage a contribué aussi à entretenir cette peur du loup. Le fait que l'animal soit opportuniste, quand on voyait des loups venir à la sortie des villages manger les victimes d'épidémies, de peste ou de choléra, quand on voyait aussi les loups venir sur les champs de bataille manger les cadavres des soldats et des chevaux, tout cela a contribué à entretenir cette crainte et cette peur de l'animal. En fait, il n'y a pas qu'une raison. Et puis la bête du Gévaudan, c'est 1764-1767. Il y a eu d'autres épisodes avec la bête de la forêt de Bénin en Touraine, la bête des Cévennes, la bête d'Orléans, etc. Donc il n'y a pas que la bête du Gévaudan qui a pu contribuer à entretenir cette crainte du loup. Et juste une parenthèse, autant j'ai parlé de l'Église il y a quelques minutes, mais durant cette période, et là on prend les registres anciens, je parle de registres anciens parce qu'en fait, le premier livre sur la bête du Gévaudan remonte à 1889, avec celui de l'abbé Pourchet. Ensuite, c'est celui de 1901 avec celui de l'abbé Fabre, revisité 1930, etc. Eux ont pu parler du loup. Mais à l'époque, que ce soit le curé Ollier, l'abbé Trosselier, l'abbé Lermet, etc., à l'époque, pour l'Église, ils n'ont pas mis en avant le loup comme étant la bête. Et c'est aussi cela... C'est pour cela aussi qu'on a précisé qu'il s'agissait de la bête du Gévaudan et non pas du loup du Gévaudan. Les paysans avaient l'habitude de voir des loups, ils savaient à quoi ressemblait l'animal. S'ils ont parlé d'une bête, c'est parce qu'ils n'ont pas été en mesure de l'identifier. Ouais, ça me rappelle les deux statues qu'on a vues à Malzieu. D'un côté, on a vu cette statue qui présentait la bête comme étant réellement un loup, avec les deux enfants qui se battent contre. Ouais, voilà. Et puis l'autre statue qui est 100 mètres plus loin, qui montre un homme caché derrière un arbre avec une peau de loup sur la tête. Donc le loup revient quand même, mais un petit peu comme si on nous dit, si c'est pas un loup, c'est un homme.
On n'a pas beaucoup eu, en tout cas dans la région, de si c'est pas un loup, c'est... alors certains ont parlé d'une hyène, certains... on n'a pas eu beaucoup d'autres alternatives. En plus, les autres alternatives, elles ne semblent pas correspondre avec les restes qu'on a trouvés, donc ça enlève quand même pas mal de possibilités. Et finalement, pour faire des actes aussi atroces, c'est difficile d'imaginer un autre animal que l'homme pour faire ça. Bon, en tout cas, moi, le loup ne me fait plus peur. La bête, par contre. En venant dans le pays du Gévaudan, nous avons pu nous confronter à la première peur que nous avons eue enfant, celle du monstre, celui qui rôde en dehors de nos chaumières et qui s'immisce parfois jusque sous notre lit. Nous avons rencontré des gens accueillants, passionnés par leur histoire, par leur patrimoine et leur héritage, fiers de ce qu'ils vivent chaque jour. Ils nous ont montré une région riche et vivante. Aujourd'hui, nous repartons dans la forêt dont est fait notre vie, prêts à l'affronter face à face, sans aucun dragon du roi à nos côtés pour nous aider, juste parce que les légendes et l'aventure qu'elles procurent en notre fort intérieur sont des armes dont nous ne voudrions jamais nous passer.